Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Enfin, la leçon 46 sur les phasianidés que j'ai appelées difficiles. Alors, ils ne sont pas difficiles à identifier, ils sont difficiles à voir. C'était dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous parlons des tétras, qui sont des oiseaux discrets, qui vivent dans des milieux souvent assez fermés. On parle des lagopèdes, qui vivent eux en milieu plus ouvert, dans la zone alpine notamment, mais qui sont assez farouches, mimétiques, et donc pas très faciles à voir non plus. On parle de la gélinote des bois, qui est un beau petit phasianidé forestier, rare et extrêmement discret. Et on peut aussi parler de la perdrix bartavelle, qui est l'équivalent montagnard de la perdrix rouge, montagnard et orientale, je dirais, puisqu'elle vit dans les Alpes, mais pas dans les Pyrénées, à une certaine altitude. Et elle est discrète. À la base, elle n'était pas plus difficile à voir qu'une perdrix rouge, mais c'est un oiseau qui a été terriblement chassé, et donc elle se méfie à raison des êtres humains, et donc c'est difficile de l'approcher. On n'a pas besoin d'un cours pour les identifier. Vous ouvrez votre guide et vous allez voir que les différents critères donnés dans les guides sont largement suffisants. Mais je veux profiter de ces oiseaux, sur lesquels il y aura des exercices, je vous rassure, pour vous donner des informations sur la parade nuptiale. On en a parlé très peu dans cette formation. C'est vrai que l'éthologie et le comportement n'est pas le centre de notre série de vidéos qui court depuis 2022, qui tire à sa fin, tout doucement. On arrive aux 50 leçons promises, on est à la 46e, avant de se lancer dans une leçon sur les laridés notamment, et une sur les rapaces diurnes. Donc, la parade nuptiale est un sujet passionnant, et je ne vais évidemment pas tout vous dire ici, mais je vous invite notamment à lire ce qui est écrit sur ce sujet dans mon nouveau livre « L'intelligence des oiseaux » qui est sorti le 19 avril. Je commence à avoir les premiers retours des gens qui les achètent dans les librairies, puisqu'il est maintenant assez facilement disponible. Et je pense que vous apprendrez beaucoup. Et avec les informations que je vais vous donner ici, je pense que vous aurez envie d'aller voir plus loin. Mais on va voir le minimum nécessaire pour la formation ornitho des oiseaux de France. En réalité, la plupart des oiseaux qu'on a vus jusqu'ici, notamment les passereaux, sont des oiseaux qui vivent soit en couples territoriaux, donc un mâle qui chante pour défendre son territoire, il peut parader pour défendre son territoire aussi, et alors, lors de la parade, il en profite pour attirer sa femelle, éventuellement ses femelles, mais la plupart du temps, les oiseaux sont monogames, beaucoup plus que les mammifères, et donc la parade sert également à la formation du couple. Elle peut compléter le chant pendant toute la saison de reproduction pour rassurer la femelle sur le fait qu'elle est protégée par le mâle. Bon, ça c'est vraiment l'image, je dirais, d'Épinal que vous avez sans doute en tête, sans qu'on en ait réellement parlé dans les détails. Chez les phasianidés, c'est différent et il y a beaucoup de stratégies différentes, justement, les unes des autres. Et donc c'est une famille idéale pour aborder le sujet. Vous avez des oiseaux qui vivent en couple, comme la perdrix grise, et donc il n'y a pas grande différence avec ce que vous avez vu chez les passereaux. Il y a des oiseaux qui vivent sur des territoires qui sont défendus par un mâle, et sur le territoire, il peut y avoir plusieurs femelles. C'est souvent le cas des faisans. On a mis 2 faisans dans la liste, 2 espèces introduites, il n'y a pas de faisan naturellement en Europe, mais il y a le faisan de Colchide qui est très répandu puisqu'il a été introduit il y a bien longtemps et il est maintenant établi, même s'il y a des élevages qui renforcent chaque année les populations férales. Et alors il y a le faisan vénéré qui est beaucoup plus rare, mais qui est quand même intéressant, d'abord parce qu'on le rencontre de temps en temps sur le terrain, dans certaines régions, et aussi parce qu'en fait, les populations férales pourraient devenir importantes pour la conservation dans le futur, puisque les populations sauvages de Chine, c'est un oiseau endémique de Chine naturellement, les populations en dehors de la Chine sont férales, elles ont été introduites par l'homme, eh bien, les populations donc chinoises se portent mal, et donc à l'avenir, les populations férales pourraient être importantes. Il existe comme ça des oiseaux où la population introduite dans différentes régions totalise plus d'individus que la population sauvage, qui parfois est menacée, voire sur le bord de la disparition. C'est notamment le cas du pada de Java. Il est plus facile de voir, par exemple aux Philippines,
en Tanzanie et dans d'autres pays qu'à Java, d'où il est originaire. Bon. Ça, c'est pour la parenthèse sur le statut. En France, on a donc toutes sortes de comportements chez les phasianidés, comportements de couple monogame, comme chez la perdrix grise, comportement de mâle polygame, comme chez les faisans. On a la caille des blés qui fait un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des couples, il y a des mâles qui ont plusieurs femelles, des femelles qui s'accouplent avec plusieurs mâles. Donc on a un petit peu de tout. Ce n'est pas en cas unique. Si vous avez suivi, si vous avez lu les fiches, vous avez peut-être vu que c'est le cas pour l'accenteur alpin, par exemple, où il y a vraiment tous les cas de figure possibles. Mais il y a surtout un cas qui m'intéresse particulièrement, c'est le cas du tétralyre, anciennement appelé coq de bruyère. Parce que c'est un des rares oiseaux européens qui fait des aranes qu'on appelle aussi souvent lek. Lek est le mot anglais, mais il est utilisé par les ornithologues francophones également. Le principe, c'est que les mâles se retrouvent à un endroit, la fameuse arane, où ils font des parades qui, dans le cas du tétra et de bien d'autres, pensez également aux combattants variés, dans la famille donc des Scolopacidés, le genre Calidris, les bécassos, c'est un bécasso particulier qu'on appelle le combattant varié, donc qui font des combats, soit des vrais combats, soit des simulacres de combats, soit d'autres types de danse, de parades, sur une arène. Alors pourquoi se rassembler sur une arène? Eh bien ça permet aux femelles de venir assister et de choisir leur mâle. Mais elles choisissent le mâle pour un accouplement, ponctuellement, et puis elles vont se reproduire toutes seules. Et le mâle continue à s'accoupler avec d'autres femelles. Donc ça, c'est un comportement relativement rare chez les oiseaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui le font, mais beaucoup moins, bien sûr, que les autres stratégies de reproduction. Donc, de mémoire comme ça, je dirais, en Europe, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Il y a vraiment le tétralyre. Et alors, le grand tétra, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que chez certains oiseaux qui s'accouplent comme ça avec de nombreuses femelles et qui ne s'occupent pas du tout de la reproduction, on trouve à l'étranger des oiseaux, notamment les paradisiers, les manaquins et bien d'autres. En Europe, c'est rare. Mais il arrive que les mâles, au lieu de se rassembler sur des aranes, sur des leks, eh bien, ils ont leur territoire de parade. Et donc les femelles, elles doivent se déplacer pour aller d'un territoire de parade à un autre pour comparer les différents mâles. On a ça également chez les jardiniers. Bon, il n'y a pas du tout de jardiniers en Europe. J'en parle dans le livre. Je vous invite évidemment à aller le lire. Et ce sera ici, je ne l'aborde pas puisque ce n'est pas du tout le sujet des oiseaux de France, mais où là, il y a en plus un aménagement, les fameux jardins, d'où le nom jardinier, où l'oiseau va faire sa parade et s'accoupler avec les femelles. Donc, le coq de bruyère, le mâle du tétralyre, se retrouve avec d'autres mâles, donc il accepte la présence des autres mâles, mais en fait, ils se battent pour se montrer plus forts, pour se montrer sur leur plus beau jour, pour attirer les femelles. Le grand tétra, lui, il peut faire des aranes, mais il a tendance à parader tout seul, et si vous voulez, c'est comme des grandes aranes, où les mâles sont soit tout seuls ou deux ou trois, et ils ne sont pas très éloignés des autres. Comme ça, la femelle peut assez facilement visiter les différents mâles, mais elle ne va pas les voir tous en même temps, comme chez le tétralyre. Et donc, il y a l'autre extrême, c'est qu'il y a un seul mâle sur un territoire de parade. Donc le grand tétra, c'est un peu entre les deux. C'était pour aborder ce sujet que je voulais faire cette vidéo, et vous comprendrez donc que dans beaucoup de cas, observer les phasianidés, c'est pas par hasard. Bien sûr, on peut avoir de la chance. On peut se promener dans les Alpes et tomber sur un tétra. Voilà, beaucoup de chance. Mais en réalité, la plupart des observations de ces phasianidés difficiles à voir se font quand on les recherche. C'est exactement ce que j'ai expliqué à la leçon sur l'alouette calandre et les autres espèces de la plaine de la Crau, que vous verrez que si vous allez les chercher spécialement. Pour voir des tétralyres, des grands tétras, bien souvent de la perdrix martavel, des lagopèdes, presque toujours c'est quand on va les chercher. On va à haute altitude chercher un lagopède, on va dans les Alpes chercher la perdrix martavel. On se renseigne pour savoir où il y a les aranes de tétralyres et on va essayer d'aller les observer, sans les déranger. Parce que c'est une catastrophe de déranger, évidemment, je dirais, toute la population locale qui se rassemble sur une arène.
Donc, ici, on parle plus d'éthologie que d'identification. Maintenant, pour l'identification, concrètement, le plus difficile, en fait, en France, est de distinguer la perdrix bartavelle de la perdrix rouge. Mais ce sont des alloespèces, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à une superespèce, j'en ai parlé dans le cadre des pluviers. Autrement dit, elles ne supportent pas bien la cohabitation puisqu'elles se considèrent quasiment comme des congénères, mais si elles se reproduisent ensemble, elles font des jeunes le plus souvent stériles. Donc, il y a une sorte de ligne de démarcation qui s'installe, et il suffit de savoir si vous êtes dans l'aire de l'une ou de l'autre, et l'identification est donc immédiate. Il y a toutefois deux exceptions. Si vous êtes vraiment sur la ligne de démarcation, ben là, on n'est pas tout à fait certain, donc il faut quand même regarder les critères, qui sont bien expliqués dans votre livre, je ne peux pas faire mieux sur la vidéo, ou alors quand l'une des deux a été introduite. Et ça permet de souligner que quand on introduit artificiellement une espèce proche d'une autre, donc je parle ici d'espèces très proches comme des alloespèces, dans l'aire de répartition de l'autre, on peut créer de gros problèmes. On peut créer une hybridation artificielle d'oiseaux qui sont souvent stériles, et donc on met en danger la population, par exemple. Bon. Donc il ne faut pas introduire, évidemment, les oiseaux, nulle part. Introduire, réintroduire, ce sont des choses à éviter. C'est évidemment pas non plus le sujet de cette vidéo, mais j'ai une vidéo sur le sujet, sur la réintroduction, sur son effet, bien souvent négatif, et alors sur l'introduction des espèces. Et beaucoup de gens interprètent assez mal mon article en disant « oui, mais tu dis que c'est pas grave et donc on peut en introduire ». Je ne dis pas ça dans l'article. Dans cet article, je dis que les espèces qui sont déjà introduites et implantées ne font pas de dégâts, elles dynamisent les écosystèmes. Mais par contre, pour arriver à ce stade, elles ont pu faire des dégâts en chemin, et puis celles qui n'y sont pas parvenues, il y a eu des dégâts pour elles, puisqu'elles ont disparu, éventuellement pour d'autres espèces. Donc, n'en voulez pas aux espèces introduites implantées, la biodiversité ne s'effondre pas à cause d'elles, mais évitez d'introduire des oiseaux en dehors de leur aire de répartition, parce que vous faites plus de mal que de bien, évidemment. Voilà. Donc, cette vidéo vous invite à aller voir plus loin sur différents supports, articles, livres et vidéos. Qu'est-ce qui vous apprend? Le principe de la parade nuptiale. La parade nuptiale, le mâle doit danser pour séduire les femelles et défendre son territoire. C'est très simplifié, mais dans la plupart des cas, c'est ça. Dans des cas exceptionnels, comme chez les phalaropes, c'est la femelle qui est plus colorée et qui parade pour attirer les mâles. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Il y a les phalaropes, il y a la rinchée peinte, ce sont des limicoles dans les deux cas, mais il y a vraiment très peu de cas où ça se passe dans ce sens. Pour effectuer cette parade, ça peut avoir lieu sur un territoire de nidification, et dans ce cas-là, le mâle participe à la nidification. Ça peut avoir lieu sur un territoire de parade, et dans ce cas, le mâle ne fait que ça. Chez les colibris, par exemple, chez les colibris, la femelle fait tout, le mâle ne s'occupe que de l'accouplement sur son territoire de champ, qui peut éventuellement partager avec d'autres dans le cadre d'une arène ou non. Et puis, le cas dont on parle ici, particulier, le tétralyre, où il y a une arène de parade, je dirais officielle, où tous les mâles se retrouvent pour faire leur parade et leur simulacre de combat, ou leur vrai combat, dans le cas des tétras, ou chez les combattants des simulacres de combat. C'est pas ça qui est très important. Et les femelles peuvent choisir. Une fois accouplées, elles s'occupent de la reproduction. Et donc il n'est pas étonnant chez les phasianidés de rencontrer des femelles toutes seules, et donc attention à l'identification. Bon, normalement le petit tétralyre, vous n'allez pas le confondre avec le grand tétra, même si j'évite la taille pour les identifier, la différence est quand même considérable. La petite gélinote des bois, c'est aussi difficile à confondre avec autre chose, mais ne croyez pas parce que vous voyez une femelle de tétralyre que vous allez forcément rencontrer un mâle. Donc pour l'identification, connaître le comportement des oiseaux est important. Voilà. Je vous invite à faire les exercices, ils seront assez faciles, il y aura beaucoup de rappels de choses qu'on a fait dans les leçons précédentes, puisqu'il n'y a pas vraiment de nouvelles informations ici, mais il y aura évidemment des phasianidés à identifier au niveau de la famille, au niveau du genre et au niveau de l'espèce. Je vous laisse évidemment regarder ça. Vous avez remarqué que j'ai fait défiler quelques images trouvées sur Internet de certaines des espèces dont nous parlons, pour que vous puissiez vous familiariser, et vous avez sans doute vu qu'il n'y a aucun problème d'identification. Je vous dis à bientôt pour la 47e leçon, et donc une des dernières de la série. On va parler un petit peu des oiseaux marins avant de clôturer. À très bientôt, merci pour votre fidélité, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous voulez me soutenir, je vous rappelle qu'il y a le lien
dans la description de mon compte Tipeee, puisque pour l'instant, eh bien, j'en ai encore fortement besoin, même si la situation pourrait changer dans les mois et les années qui viennent, avec beaucoup de nouveautés que je vous annoncerai dans des vidéos, en dehors évidemment de cette formation.